Merci, Monsieur le Président. Je commence à remercier toute l'équipe de la Société tunisienne de maladies respiratoires pour l'invitation et pour la participation à cette journée d'experts. Donc, je commence à remercier aussi mes amis de toute l'équipe de médecine interne de l'hôpital Farhat Hachem de Sousse qui m'ont fourni ce cas qu'on traite ensemble. Et donc, il s'agit voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués pour ce dernier cas. On ne va pas avoir les 20, je pense, participants pour les QCM, mais c'est pas grave. Donc, c'est un cas qui est facile. C'est une femme de 44 ans qui a consulté en août 2021. C'est une femme au foyer, mère de 5 enfants, qui a été ménopausée depuis l'âge de 30 ans et qui a consulté pour une dyspnée 2/5 MMRC qui évolue depuis 6 mois avec une asthénie et une diminution des activités quotidiennes. Une femme au foyer, c'est vraiment une grande activité quotidienne. Donc, depuis plus qu'une année, elle se plaint quand même, elle a un syndrome de Raynaud qui n'est pas compliqué, avec une sclérose cutanée touchant le visage, les doigts, avec une raideur. Donc, voici une photo de son visage. On voit très bien qu'elle a quand même des lèvres un peu pincées, des rides qui sont accentuées au niveau du visage, surtout au niveau des lèvres. En voyant un peu la bouche, il y a une limitation de l'ouverture buccale, moins de 4 cm, avec une peau qui est luisante, un sourire qui est figé. J'imagine que c'est facile pour nous. Là, c'est un diagnostic de sclérodermie presque certain cliniquement. Donc, au niveau des membres, elle a des doigts qui sont boudinés, avec une peau qui est luisante, difficile à pincer. Donc, on voit très bien des cicatrices, le pointeur, des cicatrices qui sont... Pardon. Des cicatrices d'ulcération qui sont hyperpigmentées, difficiles. Ces lésions dépassent les articulations. Voilà, merci beaucoup. Les articulations métacarpo-phalangiennes et elles arrivent même jusqu'au coude. Donc, un peu là, il y a vraiment le signe de la prière. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à bien fermer les deux mains. Donc, c'est par cette calcinose et par cette rigidité articulaire. J'espère que j'essaie de bien décrire un peu les lésions. Je ne suis pas très interniste, mais j'imagine que c'est très clair. Donc, on a complété par une capillaroscopie péri-inguinale. Et donc, elle a un paysage sclérodermique au stade actif de Cutelo, qui est le 2e stade, parce qu'elle a une désorganisation modérée du lit capillaire. Il y a un fond odémateux qui est flou. Les capillaires sont répartis de manière hétérogène, avec présence de raréfaction capillaire modérée et multiples mégacapillaires et de rares hémorragies. Donc, le bilan immunologique a trouvé des anticorps antinucléaires très positifs, 1 sur 3200, avec des anticorps anti-SL70 très positifs, des antinucléosomes positifs, le facteur rhumatoïde aussi positif et des anticorps anti-CCP négatifs. Donc, sur le plan, on a cherché s'il y a d'autres manifestations biologiques évoquant une autre atteinte à part cutanée. Donc, le bilan phosphocalcique est normal, et la protéinurie aussi de 24 heures est négatif, donc, et le PP est normal. Donc, il s'agit d'un tableau évocateur et qui confirme la sclérodermie systémique. Et selon les critères de la classification ACR-ELAR de la sclérodermie systémique, elle a un score à 18. Donc, un petit rappel sur la sclérodermie systémique, mais c'est là où j'ai posé surtout les questions. Il s'agit d'une pathologie exclusivement féminine. La négativité des anticorps antinucléaires peut se voir dans la sclérodermie systémique. La présence d'auto-anticorps anticentromères est fréquente dans le CREST syndrome. Les anticorps anti-SL70 sont les plus fréquents. Et parmi les causes de mortalité de la sclérodermie, c'est la présence d'une atteinte pulmonaire infiltrante. On passe aux réponses des Zohair ou la qui fait 1, 3, 5, 6. Go, go, go.
Donc, c'est l'atteinte pulmonaire, surtout, on pense que l'atteinte cardiaque ou l'atteinte rénale, mais l'atteinte pulmonaire, c'est parmi les causes les plus fréquentes de mortalité, c'est au cours de la sclérodermie systémique. C'est vrai que les anticorps anticentromères sont les plus fréquents, mais ils sont aussi fréquents dans le CRESS syndrome surtout. Et la négativité peut se voir dans la sclérodermie systémique. Ce n'est pas, on peut la voir aussi, on peut voir cette pathologie chez l'homme. Donc vous voyez bien la positivité des anticorps anti-topoisomérase ou anti-SL70 se voit dans 20 à 30% des sclérodermies systémiques où l'atteinte cutanée est diffuse et surtout c'est un prédicteur d'une atteinte pulmonaire infiltrante diffuse et l'atteinte est sévère. Donc on peut voir d'autres positivités d'anticorps quand on a une PID associée à la sclérodermie, mais cette positivité n'est pas très importante, elle va de 2 à 10% au maximum, et donc elle peut se voir dans les PID, mais surtout aussi dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc pour cette patiente, on a réalisé un bilan de retentissement, l'échographie cardiaque était normale, donc sur le plan plétismographique, il n'y a pas vraiment une atteinte restrictive, donc vraiment une atteinte restrictive qui est légère, donc la DLCO est aux alentours de 72%. Et on a réalisé aussi dans le cadre de retentissement un scanner thoracique qui montre une réticulation, une atteinte réticulaire surtout périphérique et prédominante au niveau des bases. Donc, concernant l'atteinte interstitielle pulmonaire, la prévalence de la PID dans la sclérodermie, est-ce qu'elle est de l'ordre de 30%? La PID dans la sclérodermie apparaît dans la première année suivant la survenue du premier symptôme. La positivité des anticorps anti-topoisomérase se voit dans la PID sclérodermie. La présence d'anticorps anticentromères élimine la présence d'une PID sclérodermique et le scanner thoracique doit être fait en cas de symptomatologie respiratoire. On a surtout une positivité de l'anticorps anti-SL70 ou, comme je l'ai dit, anti-topoisomérase 1 dans l'atteinte pulmonaire infiltrante diffuse associée à la sclérodermie. Donc, cette atteinte est très fréquente chez les patients avec une atteinte pulmonaire. Donc, pour l'autre QCM, concernant la PID dans la sclérodermie systémique, il existe une forte corrélation entre la baisse de la CVF et l'étendue de l'atteinte pulmonaire. Les lésions les plus fréquentes sont la PINS et la PIC. La PIC est plus fréquente que la PINS. Le pattern histologique doit être confirmé par une biopsie pulmonaire. Et on parle de fibrose étendue dans la sclérodermie si on a plus de 30% de fibrose au scanner ou entre 10 et 30% de fibrose au scanner avec une CVF inférieure à 70%. Donc, les deux patterns qu'on trouve fréquemment dans la sclérodermie systémique, c'est la PINS et la PIC. Donc, la PINS est plus fréquente dans la sclérodermie systémique et on parle de fibrose étendue si elle dépasse les 30. Il y a des auteurs qui parlent même de 20%. Et donc, c'est entre 10 et 30% avec une baisse de la CVF de plus que de 70%. Il n'y a pas de corrélation entre le pattern scanographique et la baisse de la CVF et la PINS, comme je l'ai dit, elle est plus fréquente et si on a une sclérodermie confirmée et qu'on a une atteinte pulmonaire, c'est pas la peine d'aller à la biopsie chirurgicale. Donc, c'est la prévalence de cette atteinte pulmonaire infiltrante diffuse peut atteindre les 80% dans la sclérodermie, mais seuls à 30%, à 40% des patients développent une maladie symptomatique.
Et ce risque d'atteinte pulmonaire fibrosante est majoré si le patient présente un reflux gastro-œsophagien, s'il a des anticorps anti-SL70 positifs et s'il a une atteinte cutanée diffuse. L'atteinte pulmonaire apparaît généralement dans les 5 premières années suivant le diagnostic de la sclérodermie. Et les complications les plus fréquentes et la principale cause de mortalité, comme je l'ai dit, c'est l'atteinte pulmonaire plus que l'atteinte cardiaque et la crise rénale. Donc, cette mortalité est de l'ordre de 35% des cas. Le traitement qu'on a proposé chez cette patiente au départ, c'était de la prédnisone 20 mg, puis une dégradation et méthotrexate 4 comprimés par semaine. L'évolution après 8 semaines de traitement, aucune amélioration clinique et même sur le plan après 8 semaines de traitement, on a constaté qu'il y avait même une aggravation de la capacité vitale forcée. C'est vrai que la deuxième n'était pas une plétismographie, vu pendant cette période on avait un problème technique, donc on a quand même une baisse de la CVF. La décision thérapeutique par nos confrères était de mettre des bolides endoxants qui ont été démarrés en octobre 2021 jusqu'à avril 2022. Donc on voit très bien, comme vous le voyez ici, une amélioration nette de la capacité vitale forcée par rapport à septembre 2021 et même avec une stabilité de la DLCO. Pardon. Vu qu'elle a présenté une intolérance digestive très importante à l'endoxant, on a réalisé quand même pendant cette période une fibroscopie digestive avec biopsie qui ont montré juste une gastrite à Helicobacter pylori traitée. Le relais était par l'azatioprine, 150 mg par jour, qui a été commencé en mai 2022 avec une mauvaise observance. Elle consulte en novembre 2022, après une année et demie. Il y a une aggravation de l'étendue. Il y a une aggravation de l'étendue de la sclérodactylie avec un score de Rodnan à 14, de la dyspnée et, comme vous le voyez, une majoration de l'atteinte pulmonaire fibrosante, surtout l'atteinte réticulaire qui est plus prédominante au niveau des bases, au niveau de la périphérie. Il n'y a pas vraiment de bronchiectasie, de traction. Il y a une conservation de la région sous-pleurale, très évocateur de pins fibrosantes. De pins fibrosantes, oui. Ah, ça marche. Sur le premier scanner. La coupe au milieu, en bas. Puis en sous-pleural, c'est conservé. D'accord. Donc la décision était des reprises de cyclophosphamide, 3 cures tous les 45 jours, la dernière 26/12/2022. Donc à ce moment-là, le dossier a été présenté en réunion de concertation pluridisciplinaire et la décision était de mettre un traitement par antifibrosant devant la PID fibrosante dans le cadre d'une sclérodermie rapidement évolutive de l'associé. En attendant les procédures de la CNAM, la patiente a présenté en février 2023, elle a été hospitalisée pour une aggravation clinique, une extension de la sclérose cutanée avec un score de Rodnan à 21, une aggravation de la dyspnée, une désaturation et une sensation de dysphagie aussi au solide. Donc, si vous voyez au scanner, il y a une aggravation scanographique très nette. Donc, pendant cette période, on a décidé de mettre un anti-CD20, du rituximab. Elle a eu 2 cures, bien sûr, ceci dans l'attente du refus de la CNAM pour le FEV. Donc, elle a eu 2 cures en février, en plus de prédnisone et de l'inhibiteur calcique. Mais devant l'absence d'amélioration de l'atteinte cutanée, les sensations de brûlure cutanée, on a ajouté du MMF qui a une action antifibrosante et anti-inflammatoire très nette et de la colchicine. En avril 2023, il y a une diminution de la sensation de brûlure. On fait une plétismographie. On remarque quand même que les paramètres plétismographiques sont encore bas. On a complété aussi par une échographie cardiaque qui a des cavités cardiaques donc non dilatées. Une légère augmentation de la PEP systolique aux alentours de 30 par rapport à l'initiale 25, ce n'est pas très important. Et comme je l'ai dit, la fibroscopie œsophagienne a aussi trouvé cette gastrite à Helicobacter pylori. Donc, en mai 2023, elle a eu l'accord pour le nitadenib.
Donc, elle a commencé ce traitement. Sur le plan clinique, il y a une amélioration clinique très nette de la dyspnée après un mois de traitement. Cette patiente n'a pas eu d'effet secondaire du traitement. La saturation au repos est entre 92 et 94%. Elle désature encore à l'effort. On n'a pas encore, et donc selon les recommandations de la sclérodermie systémique, donc le traitement doit être discuté devant toute atteinte pulmonaire interstitielle diffuse dans une concertation pluridisciplinaire. Donc on peut commencer, donc c'est au choix du clinicien de commencer soit le nitadenib, soit MMF ou cyclophosphamide en induction, et donc le traitement est discuté bien sûr selon l'indication, selon les effets secondaires. Mais pour cette patiente, on l'a vu la semaine dernière, il y a une stabilité clinique, donc cette amélioration clinique subjective est encore maintenue. On n'a pas encore fait une réévaluation plétismographique ni scanographique parce que c'est encore tôt, mais la clinique est franchement très rassurante pour l'instant. Voilà. Merci pour la présentation. Et finalement, elle est sous quel traitement, l'intédanib, et la situation interrogatoire? Elle a eu du rituximab. J1 plus après J4, donc elle aura sa prochaine cure dans donc rituximab et l'intédanib. MMF plus MMF. Et MMF, ok. D'accord. Alors, des interactions par rapport à l'observation. Oui. En fait, on a une remarque sur le traitement initial. Donc, le choix du traitement initial, ce n'est pas dans les recommandations ni dans les essais thérapeutiques de mettre du méthotrexate pour une PID de sclérodermie. Donc, il y a 4 molécules qui ont l'indication dans la PID sclérodermique, c'est MMF, cyclophosphamide, Ritux et tocilizumab. Donc, au début, pourquoi pas l'endoxan ou le MMF? Vous étiez après 2016. En fait, au début, en voyant un peu le dossier, cette patiente, en attendant le scanner thoracique n'a pas été... je ne suis pas entrée dans les détails parce qu'elle a été vue par un autre interniste qui a commencé le traitement initial. Et quand elle a atterri en médecine interne à Sousse, elle était déjà sous traitement. C'est là où on a demandé le scanner. Et donc, le temps... qu'elle a fait son scanner, on a commencé l'ébolie de cyclophosphamide. Très bien. Donc, dès que l'atteinte respiratoire, était confirmée, la patiente a pu bénéficier du cyclophosphamide. Elle aurait pu bénéficier du MMF aussi. Actuellement, c'est ce qui est préconisé de première intention. Oui. Une remarque par rapport aux propositions du QCM sur la fréquence des anticorps anti-SL70 et anti-centromères. Bon, c'est vrai, dans la littérature, les anti-SL70 sont moins fréquents, mais dans notre série, ils sont à peu près retrouvés dans 50% avec une fréquence des anticentromères à 40%. Donc, chez nos patients, les SL70, il est plus fréquent que les anticentromères. D'accord. Une remarque. Alors, pour le traitement antifibrosant, il a son indication par rapport à l'atteinte respiratoire, même dès le départ, si jamais il y a une atteinte fibrosante qui dépasse les 10% pour une sclérodermie systémique. Et ça peut être donc par rapport à l'atteinte respiratoire le premier traitement à instaurer. On n'est pas dans l'obligation de réfléchir comme pour les autres pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes associées au connectivite, où on ne donne l'antifibrosant qu'en cas de fibrose progressive. Donc, sclérodermie avec PID systémique, s'il y a une atteinte d'une fibrose avec un retentissement fonctionnel respiratoire, il y a déjà indication d'emblée à donner l'antifibrosant en association avec le traitement à visée systémique, en l'occurrence le MMF. Je suis d'accord avec vous, Si Béchir, mais je pense qu'il
faudra sensibiliser les gens de la CNAM, parce que là, maintenant, on est avec une deuxième patiente chez qui on a prescrit, dès le diagnostic de sclérodermie, avec une atteinte fibrosante de l'OFEV, donc avec le recours, le refus, le deuxième recours, le deuxième refus, et je pense que la patiente va lâcher. Malheureusement, ce qui est pris en charge, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique. Maintenant, sclérodermie associée ou fibrose pulmonaire progressive, il a la même en Tunisie, mais il n'a pas eu encore le remboursement. Ce que nous devons continuer à faire, c'est présenter de bons dossiers dans le sens... on va avoir le refus de la CNAM parce que c'est obligatoire. Il ne fait pas partie des produits remboursés dans l'indication fibrose progressive. Donc un bon dossier, une décision de la discussion multidisciplinaire, un refus de la CNAM, un recours à la commission d'experts auprès du ministère des Affaires sociales, avec un dossier soutenu, avec les indications, etc. S'il tombe entre les mains des experts habitués... C'est ça le problème, franchement. Oui. De toute façon, ça viendra. Actuellement, la fibrose pulmonaire idiopathique, elle est prise en charge. Pour la fibrose pulmonaire progressive, les indications associées, de la PID associée à la sclérodermie, ça reste la même, oui, mais le remboursement n'est pas systématique.